L'Assemblée nationale s'imprègne de la situation sécuritaire au Sahel. À Dori, la représentation nationale répond aux préoccupations des élus locaux, des préoccupations d'ordre social, humanitaire et surtout sécuritaire à découvrir dans ce journal. Et la Chine qui tente de redorer son blason vis-à-vis des Africains, accusés de surendetter l'Afrique. L'Empire du Milieu annonce une initiative de soutien aux économies africaines durement éprouvées par la crise de Covid-19. Tous les prêts sans intérêt seront annulés. C'est l'un des acquis du sommet Chine-Afrique sur le Covid-19. On en parle dans cette édition. Le Niger et la Tunisie sont désormais membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ont pris fonction aujourd'hui pour un mandat de 2 ans. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres de LCA 20h. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Mais avant tout développement, sachez qu'il y a du nouveau à la police nationale. Le Conseil des ministres a nommé hier les 9 premiers inspecteurs généraux conformément aux dispositions de la loi numéro 27/2018 portant statut du cadre de la police nationale. C'est le plafond des grades au niveau de la police après le grade de contrôleur général. Les premiers cadres de police qui vont porter le prestigieux grade d'inspecteur général sont au nombre de 9. Parmi eux, Lazare Tarpaga, ancien directeur général de la police nationale, Ram Sylvain Thiono, Alain Joachim Bonzi, Théophane Segueda, Hassan Alou, Antoine Guigma, Eugénie Constante Mida, Julia Sainte-Somda et Thomas Caboret. Le procureur du Faso a exposé ce matin aux médias les grands dossiers qui font l'objet d'investigations et de poursuites au niveau du parquet. 5 dossiers font justement l'objet d'une attention passionnée au sein de l'opinion. Le point sur l'ensemble de ces dossiers avec Ahmed Nanema et Bachirou Sawadogo. La justice burkinabé travaille à gagner la confiance des populations. Pour ce faire, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance se prête à un exercice d'éclairage du public sur l'avancée de dossiers de détournement de biens publics en instance. Ainsi, le magistrat Nassi Sawadogo et Alassane Bagayan sont poursuivis pour tentative d'escroquerie et pour diffamation. Des procès-verbaux et autres pièces du dossier laissent entrevoir que M. Caboret est probablement le bénéficiaire effectif des biens, tant en son nom que par prête-nom, dont ces revenus licites ne peuvent pas permettre la justification aucune. Du reste, le recours au prête-nom atteste que l'intéressé est conscient de la disproportion manifeste entre ses revenus et ses avoirs. William Alassane Caboret, l'actuel directeur général adjoint de la douane, lui est placé sous contrôle judiciaire pour avoir utilisé Christophe Anne Caboret pour l'achat et la mise en valeur de 15 parcelles à Ouagadougou par une simulation illicite dont le coût est estimé à 1 milliard de francs CFA. À la clôture de l'enquête, aucune charge n'a été retenue contre Sané Moussa. Par contre, Sawadogo Narcisse et Bagayan Alassane, qui du reste reconnaissent les faits, de même que le contenu des enregistrements audio effectués par le maire, ont été poursuivis pour tentative d'escroquerie et pour diffamation suivant la procédure de flagrant délit. La poursuite de l'infraction de diffamation contre eux fait suite aux plaintes de M. Bonkungu Dieudonné, M. Zerbo Émile et M. Kwanda Daouda. Quant à l'acquisition d'un patrimoine immobilier d'une valeur de plus de 250 millions de francs CFA en l'espace de 3 ans, par l'ancien ministre de la Défense, seule la haute cour de justice est compétente. Il est ressorti que entre la déclaration faite par M. Bouddha au niveau de la SELC et la réalité de ses avoirs, il y a un gap. Et cela constitue une infraction. Le juge a dit: moi, juge d'instruction du TGI de Ouagadougou, juge de droit commun d'instruction, je ne suis pas compétent pour connaître de cette affaire parce qu'il a fallu qu'il soit ministre pour qu'on lui exige donc la déclaration de biens. Par conséquent, cet acte de déclaration de biens est intimement rattaché à la qualité de ministre de M. Bouddha. Donc, une infraction qui donc, serait née de cette déclaration est
du point de vue du juge, directement une infraction dont pour laquelle serait compétente la Haute Cour de justice. Le magistrat Nassi Sawadogo bénéficie d'un privilège de juridiction conformément à l'article 523, 1 et 3 du Code pénal. En conséquence, le parquet formule une requête à la Chambre criminelle de cassation à l'effet de désigner la juridiction de jugement. L'enquête sur l'affaire des 77 véhicules du maire de Ouagadougou est toujours en cours, selon le procureur du Faso, avec l'appui de l'autorité supérieure du contrôle d'État, l'ASE-LC. Quant au directeur général adjoint de la douane, William Alassane Kaboré, le parquet demande l'ouverture d'une information judiciaire contre son épouse et lui, de même que Salif Silla. À milieu du Burkina Faso, au Burundi, Évariste Ndiaye Chimié prête serment et prend la tête de l'État. Le 10e président du Burundi entame donc aujourd'hui un mandat de 7 ans. Élu à la présidentielle du 20 mai dernier, il devait initialement prendre ses fonctions le 20 août prochain à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza. Le décès subit de ce dernier le 8 juin à l'âge de 55 ans a donc changé la donne. Le nouveau président du Burundi s'inscrit très fortement dans la continuité de la présidence Nkurunziza, son prédécesseur. Il a par ailleurs lancé un appel aux réfugiés pour qu'ils rentrent au Bercail. Et à 4 mois de la présidentielle ivoirienne, Laurent Gbagbo lance une initiative pour une élection apaisée en Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien a demandé à son parti, le Front populaire ivoirien et ses alliés, d'entreprendre en amont toutes les démarches nécessaires en direction des forces vives à l'effet de travailler à la pacification. Il a pour ce faire mandaté Massani Mbamba, vice-président du parti, pour mener cette lutte pour la paix. 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait environ 3000 morts, la présidentielle d'octobre 2020 s'annonce très tendue. Les élections municipales et régionales de 2018 avaient été marquées par de nombreuses violences et des fraudes. Retour au Burkina Faso où le président du Faso était à Dibo ce matin. Il est accompagné des ministres de la Défense, de l'Administration et des Affaires étrangères. Le chef d'état-major général des armées était également à ses côtés. Il a rencontré les forces vives du Soum ainsi que les forces de défense et de sécurité déployées dans cette région en proie à des attaques terroristes récurrentes. C'est une première visite dans cette ville depuis 2015. Une visite aux allures martiales à travers laquelle le chef de l'État a voulu faire passer un message fort. Sur sa page, il annonce qu'il a pris l'engagement devant la communauté que Dibo est et restera à jamais burkinabé. Je veillerai, dit-il, à ce que les forces de sécurité intérieure, que sont la police et la gendarmerie, reprennent du service dans la ville. Je m'emploierai à ce que l'État retrouve toute la plénitude de son autorité et que les populations déplacées retrouvent leur terre. Je porte Dibo dans mon cœur. Nous y reviendrons sur cet événement au cours de nos prochaines éditions. À Dibo, justement, où le premier responsable de l'Assemblée nationale a accordé une audience à chaque acteur clé de la ville et de Dori et environnant. Des préoccupations d'ordre social, humanitaire et surtout sécuritaire ont été exposées au chef de la représentation légitime du peuple. Au terme de ces audiences, ce sont des forces vives tous renforcé que Benjamin Kwame a rencontré hier à Dori, son compte rendu. Contribution de la 7e législature à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, l'un des thèmes abordés par l'institution dirigée par Alassane Balassa Kandé face aux élus locaux du Sahel. Ici, il s'agissait de présenter aux fils et filles du Sahel l'arsenal juridique adopté par l'Assemblée pour lutter efficacement contre le terrorisme. Nous allons parler aussi de la loi sur les volontaires de défense de la patrie, c'est une loi très importante. Et nous avons aussi parlé de la loi sur l'instauration des pôles judiciaires spécialisés. Et vous le savez bien, on a plus de 850 présumés terroristes qui sont toujours en prison.
et leur jugement est difficile. Nous avons parlé de la loi sur l'état de siège et l'état d'urgence. L'état de siège a été réglementé par une loi de 1959, donc une loi dépassée. Il était tout à fait important que nous puissions aussi adapter cet arsenal juridique. Nous avons aussi parlé du code pénal. Le code pénal qui a été révisé en 2019 et nous avons aussi dit aux populations que nous étions avec elles et nous avons manifesté notre volonté à porter leurs préoccupations au plus haut niveau. Et c'est pourquoi nous sommes venus sur le terrain. La préoccupation des volontaires pour la défense de la patrie a été soulevée lors des échanges. Ces hommes sont pointés du doigt dans des exactions dans la région. Que prévoit la législation dans ce sens? Je pars à ma position des éléments pour confirmer ou bien pour infirmer ces propos. Toujours est-il que nous avons voté la loi et la mise en œuvre de la loi dépend de l'exécutif. Mais en tant que législateur, si effectivement il y a ces genres d'interrogations qui peuvent être légitimes, il est de notre devoir d'aller bien sûr voir sur le terrain, constater avec les populations qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut rectifier. Mais je présume que c'est souvent pas aisé dans ce genre d'entreprise s'il n'y a pas de difficultés. Mais c'est au fur et à mesure des difficultés qui vont être rapportées sur le terrain qu'on va rectifier le tir. Un autre problème soulevé par les élus locaux au Sahel est l'enrôlement pour les élections de novembre prochain. La CNU ne parvient pas à enrôler des Burkinabés dans certaines zones à cause de l'insécurité. Les échanges à ce niveau étaient sans langue de bois. Si aujourd'hui on dit que dans Paragoudou on ne peut faire que dans 6 bureaux de vote, ça va poser problème. Et les questions qui ont été posées ici, c'est quand on regarde le code électoral, ça veut dire que c'est ceux qui sont dans ces 6 bureaux de vote, ceux qui peuvent aller s'inscrire. Ce n'est pas fait pour les autres. Moi je pense qu'il faut dire on n'arrive pas, on ne peut pas. Et ça montre aussi la limite de nos textes. Moi je pense que la CENI ne doit pas rentrer dans les deals que les politiciens sont en train de faire en bas. Je ne vois pas un parti politique aujourd'hui qui dit qu'elle veut aller aux élections et qui ne va pas prendre en compte le problème de la sécurité. Et donc, c'est quoi? La chose la plus facile, c'est de dire on n'arrive pas dans ces zones. Qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre le problème? On va faire une proposition de loi pour enlever le morceau de phase. Les agents de la CENI ne parviennent pas à aller dans certaines communes de la région. D'autres localités n'ont simplement pas été choisies pour les enrôlements. La raison n'est rien d'autre que le risque élevé d'insécurité dans ces zones. La commission veut préserver la vie des agents aussi sur le terrain. À l'est, il nous avait été déconseillé d'aller dans certaines localités, dans certaines communes, même si ces communes sont en situation de jaune. Le jaune, ça veut dire quoi? Ça veut dire le niveau de sécurité, le niveau des risques est élevé. Le rouge, ça veut dire c'est très élevé. Mais malgré le risque élevé de certaines zones, nous sommes allés. Et même actuellement dans le Sénat, dans le Sahel, il y a des zones qui sont marquées jaunes, nous y sommes allés. Mais partout où c'est mis rouge, nous aussi, la responsabilité de la CENI, on travaille avec des gens. On a recruté 5800 opérateurs de kits, plus de 700 superviseurs. On ne peut pas exposer la vie de ces 5800 opérateurs de kits avec les 700 superviseurs. Si la sécurité dit n'y allez pas, nous n'allons pas prendre le risque de mettre en danger la vie des enfants. Les échanges sur l'action des volontaires pour la défense de la patrie ont été aussi houleux. Quant à la sécurité, certaines informations ne peuvent être rendues publiques, mais les résolutions sont prises pour mieux les encadrer. Tout autre chose, à présent, 2 pays africains acquièrent le statut de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit du Niger et de la Tunisie qui ont pris leurs fonctions aujourd'hui pour un mandat de 2 ans. La Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Koweït, le Pérou et la Pologne viennent de quitter le Conseil de sécurité. Un conseil qui compte 15 membres, 5 membres permanents, à savoir la Chine, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, et 10 membres non permanents élus pour un mandat de 2 ans par l'Assemblée générale des Nations unies.
Et puis la Chine va annuler les prêts sans intérêt accordés aux pays africains et qui doivent arriver à échéance d'ici la fin de 2020. Cette annonce est du président chinois et elle a été faite hier lors du sommet Chine-Afrique sur le Covid-19. Les nations africaines les plus touchées par la pandémie se verront également accorder une prolongation de la période de suspension de la dette. Le dirigeant chinois a également exhorté les institutions financières chinoises à tenir des consultations amicales avec les nations africaines. En ce qui concerne la pandémie de coronavirus, il a déclaré que les pays africains seront parmi les premiers à bénéficier d'un vaccin fabriqué en Chine. La Chine va également continuer à construire des hôpitaux dans toute l'Afrique. Il construira également le siège du Centre africain de contrôle des maladies dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Attendons donc de voir. Dans l'actualité surgit également la problématique du droit au logement. En matière d'accès au logement, les populations éprouvent une dure réalité au Burkina Faso. La ville de Ouagadougou et ses environs sont les plus impactés. Ce matin à Ouagadougou, la coalition des associations pour la défense du droit au logement a fait le point de leur plateforme revendicative minimale qui a été transmise au Premier ministre Christophe Dabiré au cours d'une marche-meeting le 16 mai dernier. Et jusqu'à l'heure actuelle, aucune réponse aux préoccupations cruciales des milliers de citoyens. C'est du moins ce que nous expliquent Oumou Konaté et Constantin Sieda dans ce reportage. Plus d'une année après la transmission de leur plateforme revendicative au chef du gouvernement burkinabé, la coalition des associations pour la défense du droit au logement n'a pas eu satisfaction. Selon le secrétaire général de la dite coalition, aucune volonté n'est manifestée de la part des autorités d'apporter des solutions à leurs préoccupations liées aux problèmes fonciers auxquels font face la majorité de la population burkinabé. Nous avons engagé des démarches aussi bien à l'échelle locale qu'à l'échelle j'allais dire centrale, mais jusque-là, rien n'est pris comme décision pour pouvoir alléger les souffrances des populations. Pire, ce que nous constatons, ce que nous dénonçons, c'est les sociétés immobilières qui sont encore en activité, et elles redoublent d'efforts, et leur nombre s'accroît au fil des jours, sinon des heures, et cela est quand même déplorable si l'on veut un Burkina Faso où va régner la cohésion. Pour ne rien arranger, des menaces de déguerpissement, les violences et les bavures policières pèsent sur des milliers d'habitants de certaines localités, y compris les militants de la coalition. Selon son secrétaire général, c'est une manière d'affaiblir leur capacité de résistance afin de leur retirer les parcelles auxquelles ils ont droit. Déjà, nous subissons puisque nous sommes agressés. Rien que c'est la semaine passée où à Yagama, un agent de police a mobiliser ses camarades pour aller agresser nos camarades là-bas afin de pouvoir construire. Voilà. Et ça, nous savons que si ça continue comme ça, évidemment, jusque-là, nous appelons les populations au calme, mais si ça continue comme ça, les gens vont se défendre. Parce qu'ils n'ont pas une autre planète où ils vont aller s'asseoir, ils vont aller s'installer. Ils vont aller où? Une situation déplorable pour Nebié Pama. La coalition appelle à un sursaut, à une organisation plus puissante des militants. Malgré leurs multiples actions de lutte et d'interpellation, force est de constater le mutisme coupable des autorités politiques et administratives du Burkina Faso face à la crise foncière et du logement, à en croire le secrétaire général de la coalition des associations pour la défense du droit au logement. Retour du côté de la lagune Ébrié où un nuage sombre endeuille le pays. En Côte d'Ivoire, un éboulement à Anyama a causé la mort de plus de 10 personnes. Des recherches se poursuivent et le bilan risque de s'alourdir. La cause, les pluies diluviennes qui sont tombées dans la nuit du mercredi 17 à jeudi 18 juin 2020. En plus de ce drame humain, il faut noter l'éboulement d'un terrain sur lequel passe le chemin de fer qui relie Abidjan à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il faut dire que de tels drames sont récurrents dans plusieurs quartiers de la capitale ivoirienne pendant l'hivernage.
Justice et politique font les choux gras des quotidiens africains. Les journaux d'ici et d'ailleurs abordent en ce jour des sujets variés avec toutefois une dominante de ceux liés à la justice. Découvrez-les dans cette revue de presse. Elle est signée Drissa Traoré. Le procès de l'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, est suivi par de nombreux médias sénégalais et d'ailleurs. Il revient sur les réquisitions du parquet dans la journée d'hier. Le quotidien de Dakar estime qu'il s'agit d'un réquisitoire de feu contre les Diack. Pour le journal, les partis civils qui ont ouvert le bas des plaidoyers n'ont pas été tendres. Le partenaire de l'ordre des avocats a été sévère dans son réquisitoire et reproche du moins à papa Massata Diack et son père d'avoir négocié des contrats de sponsoring douteusement encaissés. Pour Walf Fadjri, dans ses colonnes, il relate que le lundi, le mis en cause n'avait pu apporter de justification plausible sur l'argent reçu de son fils papa Massata. Les procureurs ont requis une peine encore plus lourde de 5 ans de prison, 500 000 € d'amende et un mandat d'arrêt contre ces derniers. Mais, toujours est-il que pour le quotidien burkinabé L'Observateur Palga, Lamine Diack sera bientôt fixé sur son sort. Le journal de déplorer qu'au crépuscule de sa vie, le presque nonagénaire sort sous les lazis du stade dont il fut pourtant pendant de longues décennies un des dieux aussi bien sur les tartans que dans la loge officielle. Le journal se demande d'ailleurs si le tribunal va suivre le ministère public dans ses réquisitions. Même interrogation à la une d'aujourd'hui au Faso, qui note que même le procureur qui a suggéré cette peine reconnaît qu'au regard de l'âge de l'inculpé, 87 ans, il faut le préciser, ces 4 ans sont une éternité pour lui, mais le parquet se demande en substance si les infractions commises par Lamine Diack sont si gravissimes au niveau individuel que mondial en matière de sport, que cette peine serait amplement méritée. Les juges se demandent le journal vont-ils emboîter le pas du parquet. Mais aussi, car cela ne tienne, on découvre l'homme dans l'envers du décor de la Fédération internationale d'athlétisme, s'interroge encore le journal. La presse congolaise revient ce jeudi également sur la réaction de la famille du juge Yannick sur le rapport de l'autopsie de sa mort. Les circonstances de la mort du juge Raphaël ne sont pas encore bien connues, s'exclame en titre Actu CD. Avant de rappeler que décédé dans la nuit du 26 au 27 mai, Raphaël présidait les audiences du procès Vital Kamerhe, ses co-accusés dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État congolais. Le journal rapporte que selon les premiers résultats d'autopsie, révèle l'existence des substances toxiques à dose non létale dans le corps du défunt. Une thèse rejetée par la famille du défunt qui exige une contre-expertise par un laboratoire à l'étranger, affirme Actu CD. De son côté, le journal en ligne La Prospérité lui insiste sur le doute autour de la disparition brutale du magistrat. Des rumeurs autour d'un soi-disant rapport de cette autopsie faisant état du supposé mort par empoisonnement relève-t-il avant de rappeler que plusieurs voix, dont celle de sa famille biologique, se sont élevées pour exiger l'autopsie sur le corps du défunt afin de déterminer la cause réelle ayant conduit à la disparition presque brusque de ce juge qui s'est révélé d'une rare race dans la conduite du procès de 100 jours. Le pays, selon le pays, même si le garde des Sceaux rassure que l'enquête judiciaire doit permettre d'apporter plus de lumière, il faut reconnaître que cela laisse toujours des doutes sur le rapport d'autopsie. On parle du 7e art à présent. La caméra ou l'appareil photo représente de puissants outils pour opérer des transformations sociales, impulser le développement local. Pour l'association Cinéactif, ce sont des puissantes armes pour consolider la résilience des populations face à une situation sécuritaire très préoccupante. À Waïgouya, les volontaires de l'association ont organisé un stage de 10 jours au profit des jeunes du Nord pour ouvrir leur esprit au bon usage de ces technologies, une situation qui suscite déjà des passions pour le 7e art. Silence plateau. Silence, ça tourne. Et voici les jeunes réalisateurs à l'œuvre. Ouedraogo, Ebelem et leurs camarades, tous résident à Waïgouya. Ils sont en train de donner forme à une histoire qu'ils ont décidé de raconter, celle de la vie d'orphelins de soldats tombés au front dans la guerre que livre le pays aux terroristes. Nous avons eu l'idée de partager le message pour exprimer notre solidarité
à l'égard de leur famille. Nous avons montré à leur famille qu'ils ne sont pas seuls. Il y a la population qui sont avec eux et il y a la nation tout entière qui est avec eux et qu'ils peuvent compter sur le soutien de tous et de toutes. C'est une première pour ces jeunes réalisateurs. C'est l'aboutissement de 10 jours d'apprentissage. Les valeurs de plan, les mouvements de caméra, le langage de l'image. Ouedraogo et Belem n'en savaient rien. Et s'il leur arrivait d'utiliser un appareil photo ou une caméra, c'était plutôt avec un esprit d'amateur. Bon, avant ça, on tournait avec nos appareils, on faisait des photos au hasard, sans vraiment connaître le message que cachent les images. On faisait des images seulement juste pour faire des images. Mais à travers cette formation, on a su que les images parlent. On a su ce que c'est qu'un scénario, comment on débute le tournage d'un film. À présent, ils peuvent se servir de la caméra et de l'appareil photo pour s'exprimer, pour témoigner du quotidien de leur communauté, pour raconter des histoires, pour sensibiliser et éduquer les populations sur des problématiques sociales préoccupantes. Ils sont appelés à devenir des activistes du cinéma, capables d'opérer des transformations sociales. C'est du reste la mission que se donne l'association Cinéactif, initiatrice de cette formation. Waiguya n'est qu'une étape d'un vaste programme. J'aimerais que, si toutefois il y a une autre formation, qu'elle dure encore plus et que nous arrivions à voir les autres domaines du cinéma, savoir le maquillage et tout, voilà, le décor et tout. Si possible, si dans les autres séances on pouvait voir cela allait beaucoup nous avantager et permettre de nous imprégner plus des métiers du cinéma. Et là, on pourra peut-être dans la suite faire un choix et s'orienter. Cinéactif n'a pas de partenaire, n'a pas de sponsor, n'a pas de mécène. C'est juste ces jeunes qui mettent ensemble leurs moyens, les petites économies, et pour constituer un budget pour aller dans les régions formées, payer le carburant, louer la voiture, donner la pause café, la pause déjeuner aux apprenants, et puis se prendre en charge. Et donc voilà, c'est ce fonds propre qu'on finance le projet jusque-là. Et ce serait intéressant qu'on puisse avoir des partenaires pour amener le projet encore plus loin, pour que d'autres jeunes aussi puissent en bénéficier. Et quel bonheur d'être en salle et de partager sa production à l'écran. Ça donne des idées et ça suscite des passions. Les nouveaux convertis du cinéma veulent aller plus loin, explorer tous les domaines de la production cinématographique et vidéographique pour devenir plus pointus dans la profession de cinéaste. Cela demande d'importants moyens pour envisager un programme de suivi et de consolidation des acquis. Et pour clore cette édition, en voilà une histoire digne d'un scénario de cinéma. C'est l'histoire d'un homme emprisonné depuis plus de 30 ans pour avoir volé la modique somme de $9, soit 5 000 francs CFA. Il s'appelle Willie Simmons et c'est un Afro-Américain. Anciennement soldat de l'armée américaine, il a été incarcéré depuis 1982 dans une des plus violentes cellules aux États-Unis. Il est aujourd'hui âgé de 63 ans et son rêve est de pouvoir retrouver la liberté, fonder une famille. Willie aura en tout cas compris que ce n'est pas la justice qui rend la justice, ce sont des juges, c'est-à-dire des hommes et des femmes susceptibles, comme tout autre, de commettre des erreurs. C'est sur ce proverbe africain que se referme cette édition de LCA 20h. Merci de l'avoir suivi. Benjamin Kwame vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.